4 minutes sur Alger Chien 3. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à vous sur Alger Chien 3. Nous sommes heureux de vous retrouver. Hakim Ben Moussa à la réalisation et Nehla Bekralas au micro pour ce dernier numéro de Ça vous concerne de la semaine. On est ensemble jusqu'à 11 h d'ailleurs et on est le mercredi 19 février 2025. C'est la semaine nationale de la prévention pour un mode de vie sain. Une semaine de sensibilisation pour préserver notre capital santé, notamment à l'approche de Ramadan. Et oui, une dizaine de jours seulement nous séparent du mois sacré. Un mois, comme vous le savez, où nos habitudes alimentaires changent, notre mode de consommation est complètement bouleversé. Et ça a déjà commencé par la préparation du mois de Ramadan. On va parler justement des bons gestes à adopter pour conserver au mieux les aliments que nous consommons pendant ce mois. On parlera également des malades chroniques, notamment les diabétiques, qui doivent dès maintenant et même bien avant consulter leur médecin traitant. Nous verrons pourquoi c'est nécessaire. Tout cela avec les explications que nous fournirons des experts en la matière, en l'occurrence professeur Nabila Ben Amrouche, professeur en microbiologie à la faculté de médecine d'Alger, chef de laboratoire entérobactéries à l'Institut Pasteur, et docteur Faiza Khelfaoui, diabétologue et membre également de l'Association nationale des diabétiques. Ça vous concerne? Le mode d'emploi pour passer un bon ramadan sans souci de santé, c'est maintenant en direct sur Alger Chien 3. Et à 10 h 09, nous sommes heureux de vous retrouver. Bienvenue à tous dans votre espace. Ça vous concerne et nous parlons ce matin, à quelques jours du Ramadan, des bons gestes à adopter, des habitudes à prendre absolument pendant ce mois sacré, en compagnie de nos invités, à qui nous souhaitons la bienvenue, docteur Faiza Khelfaoui, diabétologue de l'Association nationale des diabétiques. Bonjour docteur, merci d'être parmi nous ce matin. Bonjour à tous et bonjour à tous nos auditeurs. Et nous avons également avec nous professeur Nabila Ben Amrouche, professeur en microbiologie à la faculté de médecine d'Alger et chef de laboratoire entérobactéries à l'Institut Pasteur. Alors c'est un laboratoire qui travaille principalement sur les bactéries responsables d'infections digestives. Merci professeur d'être parmi nous ce matin. Merci et bonjour à tous les auditeurs. Alors je disais, Ramadan c'est dans 10 jours, donc à nos portes, il est nécessaire de s'y préparer dès maintenant et même bien avant, en adoptant les bons gestes, en ayant les bons réflexes. Alors comment consulter d'ailleurs, ça fait partie des bons gestes et des bons réflexes à avoir, consulter son médecin traitant quand on souffre d'une maladie chronique comme le diabète, docteur Khelfaoui. Effectivement, c'est une rhétorique qui retourne chaque année. On est face aux mêmes défis, face aux mêmes problèmes. Par contre, comme je l'ai dit en off, j'aurais bien aimé qu'on fasse l'émission bien avant, on va dire pratiquement 2 mois avant, pour sensibiliser la population, pour qu'ils puissent se rapprocher justement, qu'ils prennent conscience de l'intérêt de cette consultation. C'est une consultation qui n'est pas obligatoirement une consultation pour aller renouveler un médicament, la consultation habituelle, routinière qu'on fait tous les 3 mois. C'est une consultation spéciale pour préparer le Ramadan. En effet, tous les patients, comme on le sait tous, le jeûne est un pilier de l'islam, c'est le 4e pilier. Le peuple algérien est un peuple qui tient vraiment au jeûne. On a eu une étude qui s'appelle l'étude Epidiar qui a toucher les pays musulmans, et sur cette étude on a trouvé que les patients diabétiques algériens étaient parmi les patients qui jeûnaient malgré l'interdiction du jeûne recommandée par leur médecin traitant. Donc de cette étude, plusieurs recommandations ont découlé. Parmi ces recommandations, c'est l'intérêt de la consultation pré-Ramadan. Cette consultation consiste en quoi? Donc on se rapproche du médecin traitant pratiquement 6 à 8 semaines avant le début du Ramadan, pour pouvoir justement discuter du Ramadan. Donc comment est-ce que je peux jeûner? Première question, est-ce que je peux jeûner ou pas? Est-ce que je fais partie de la catégorie des gens qui peuvent jeûner ou pas? Donc par rapport au diabète, les patients qui ne peuvent pas jeûner, on va commencer déjà par les gens qui ne peuvent pas jeûner, ce sont déjà les enfants qui sont en bas âge. Donc ce n'est pas obligatoire de jeûner, comme selon les principes déjà de notre religion. Exactement. Maintenant on va parler par rapport à la femme. On a la femme qui est enceinte.
la femme qui est en suite de couche, la femme qui allaite, la femme qui est en période de menstruation, elle ne peut pas jeûner. La femme enceinte, peu importe le terme, vis-à-vis du diabète, la femme diabétique, je précise bien. Oui, diabétique, on parle du diabète. Oui. Exactement, la femme diabétique qui est enceinte, elle ne doit pas jeûner. Oui. Donc, par contre, j'ai beaucoup de patientes enceintes diabétiques qui jeûnent. Oui. Donc, pour vous dire, hein, on parle là des recommandations. Oui. Les personnes âgées, les personnes qui ont des maladies chroniques, comme l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, le diabète, tous ces patients-là, normalement, ils ne devraient pas jeûner parce que le jeûne peut avoir des impacts négatifs sur leur santé. Et puis, on a les maladies, les personnes qui ont des maladies intercurrentes. Par exemple, les gens qui font, par exemple, des intoxications alimentaires ou bien des gens qui font des grippes, qui font des angines, qui font donc des pathologies qui vont durer quelques jours. Donc, même s'ils sont bien équilibrés et qu'ils étaient autorisés à jeûner, s'ils font une infection au cours du jeûne, de la période du jeûne, ils doivent rompre le jeûne, prendre leur médication, bien se traiter pour pouvoir guérir, pour ensuite reprendre le jeûne et quelque part rattraper les journées qu'ils n'ont pas jeûné. Alors la règle, docteur, c'est de ne pas jeûner pour les personnes diabétiques. C'est bien ça, la règle. Maintenant, il y a des exceptions. Bien sûr. Après, par rapport au diabète, il y a eu des scores qui ont été établis par les sociétés savantes. Donc ces scores-là, ils ont été établis en fonction d'études, en fonction d'expériences, en fonction de plusieurs observations. Il y a eu des études observationnelles, donc on a observé les patients, parce que comme on le sait chaque année, pendant le Ramadan, nous recevons beaucoup on va dire d'accidents, de complications, de catastrophes. Donc des urgences même parfois. Exactement. Donc normalement, on devrait planifier, faire une consultation pré-Ramadan 6 à 8 semaines avant le début du Ramadan, se rapprocher du médecin traitant. Le médecin traitant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va poser des questions, c'est-à-dire depuis quand vous êtes diabétique, est-ce que vous prenez votre médicament régulièrement, est-ce que vous êtes l'état de vos pieds, l'état de vos yeux, l'état le niveau de votre hémoglobine glyquée, donc le niveau d'équilibre de glycémie qu'il y a à l'intérieur de votre corps, l'état de marche de vos reins, si vos reins filtrent normalement ou bien s'il y a des pépins. Donc tous ces éléments-là, si vous êtes accompagné, par exemple si c'est une personne âgée, est-ce qu'elle vit seule, est-ce qu'elle est accompagnée, est-ce qu'il y a une tierce personne qui est là pour la prendre en charge en cas au cours de la journée du jeûne, parce que maintenant c'est vraiment un entretien que vous passez avec le patient. Effectivement, et c'est un entretien qui prend pratiquement 20 minutes, une vingtaine de minutes, un examen clinique complet pour pouvoir établir quelque part une analyse des faits. Donc, au bout de tout on va dire de l'interrogatoire, du questionnaire et tout, le questionnaire, il contient plusieurs informations. Le type de travail. Quelqu'un qui travaille dans des chantiers, c'est pas comme quelqu'un qui travaille dans un bureau. Il va fournir plus d'efforts. Exactement. Oui, quelqu'un qui travaille pendant des durées qui sont très importantes, par exemple les gens qui font des astreintes, c'est pas comme quelqu'un qui a un rythme de travail qui est un peu plus court. La durée du diabète, depuis quand le patient est diabétique? Si ça fait moins de 10 ans, c'est que c'est un diabétique qui est jeune, donc il peut jeûner probablement sans avoir de problème. Quelqu'un qui a plus de 10 ans, c'est plus dur. Le type de traitement. Alors, si le patient prend de la metformine seul, c'est un médicament qui ne va pas causer d'hypoglycémie. Donc, on est plus ou moins rassuré que le malade est bien équilibré, il n'y a pas de souci. Mais si la personne prend des médicaments qui peuvent causer des hypoglycémies, exemple les sulfamides ou bien l'insuline, donc tout ça doit être débattu. Et au cours à la fin de la consultation, on va avoir une décision. La décision ne va pas être prise unilatérale. Exactement. Maintenant, depuis 2018, nous sommes dans l'ère de la décision médicale partagée. C'est-à-dire qu'on doit avoir une décision d'un commun accord. Donc, je discute avec mon malade, je lui explique la situation, je lui explique les risques qu'il encourt s'il jeûne. On va donner un simple exemple. Donc la personne, quand elle jeûne, quels sont pour une personne diabétique, quels sont les risques au cours du jeûne? On va me dire, mais pourquoi je ne veux pas jeûner? Premier risque, c'est l'hypoglycémie. Donc l'hypoglycémie en elle-même, elle peut être pourvoyeuse d'autres problèmes. Les troubles du rythme cardiaque, les fractures pour les personnes âgées, les brûlures. J'ai eu un cas malheureusement d'une patiente qui a eu une hypoglycémie à 17h30. Elle était en train de préparer le bourak pour vous dire, et elle a eu des brûlures. Donc les complications peuvent être les traumatismes crâniens. Donc tout ça, on peut avoir des séquelles même qu'on garde après le ramadan. Ça, c'est par rapport à l'hypoglycémie.
les comas hypoglycémie. Il y a beaucoup de gens en fin de journée, surtout la période, on va dire entre l'Asr ou le Maghreb, et 30 minutes avant le Maghreb plus précisément, où on note une augmentation des hypoglycémies. Si la personne ne fait pas son contrôle glycémique, elle risque de faire une hypoglycémie. Et très probablement, qu'est-ce qu'elle va sentir? Elle va sentir qu'elle a un peu froid. Et 90% des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre au lit. Oui, surtout si c'est une ce personne. Donc, elle se met au lit, elle se couvre. La période à 30 minutes avant rompre le jeûne, c'est la période où tout le monde est dans la cuisine en train de s'affairer pour préparer. On ne va pas faire attention à la personne qui est diabétique. Et au moment de rompre le jeûne, quand on va essayer de le réveiller, ben, le monsieur, il est complètement dans un coma. Il risque de décéder, malheureusement, parce qu'on ne peut pas le resucrer. Il n'est même pas conscient pour pouvoir avaler. Donc, ça, c'est très important. Donc, on a l'hypoglycémie, on a l'hyperglycémie, les acétose. Quand on a des glycémies qui augmentent, le corps ne perd rien. Oui. Il y a une accumulation du glucose qui se transforme en corps cétonique qui va aller se déposer sur des récepteurs au niveau du cerveau et ça va nous faire rentrer dans un coma par hyperglycémie et non pas par hypoglycémie. Donc ça, c'est le deuxième risque. Le troisième risque, c'est la déshydratation. Donc parce que, comme on le sait tous, quand on jeûne, on n'a pas le droit de boire. Donc du moment qu'on ne boit pas, si on ne s'hydrate pas assez, quand le sucre ne se fluidifie pas. Exactement. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir pire encore, des thromboses. Donc ça, les thromboses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des artères qui vont se boucher. Et ça, on peut avoir après des complications qui vont être encore plus gravissimes. On va voir cela tout de suite avec vous, justement, les complications et puis les autres conseils que vous allez évidemment donner à ces patients qui, parfois, vous l'avez dit, jeûnent contre votre avis, l'avis médical. Alors, on le disait tout à l'heure, donc Ramadan, ça se prépare dès maintenant, même pour les ménages. Il y a des achats qui se font, des stocks qui se font aussi. Il y a des plats qui sont congelés, préparés avant. Donc, pourquoi aujourd'hui il est nécessaire de bien s'alimenter, de bien choisir ses aliments, de bien les conserver, notamment à l'approche du mois de Ramadan? Qu'est-ce qu'on risque, professeur Benamouche, si on ne le fait pas? Oui, merci. Donc là, on a abordé ce thème de conservation des aliments. En fait, c'est vrai qu'on insiste par rapport à l'approche de Ramadan, mais il faut savoir que la conservation des aliments, c'est toute l'année. Oui. Voilà. C'est-à-dire, on doit faire attention. Pourquoi c'est important? Parce que bien conserver les aliments, on aura des aliments sûrs. Oui. C'est-à-dire, par rapport à notre alimentation, on n'aura pas des aliments qui sont soit altérés, soit qui peuvent être contaminés. Donc, on risque pour notre santé. Et le risque qu'on craint, surtout en termes d'alimentation, c'est d'avoir des aliments qui, surtout quand ils sont contaminés, et de risquer des maladies telles que les intoxications ou des toxi-infections. Des fois même, ces toxi-infections, quand il y a plusieurs personnes qui vont manger le même repas, on aura des toxi-infections collectives, donc qui peuvent... Alors qu'on a dîné chez nous, tranquillement à la maison. Voilà, et le point aussi particulier par rapport à ces maladies, c'est qu'il y a certaines personnes aussi, comme on était en train de parler par rapport aux diabétiques, il y a certaines personnes qui sont plus sensibles que d'autres. Oui. Comme par exemple les enfants, les sujets âgés, la femme enceinte, les sujets qui ont une immunité diminuée, voilà, de par différentes maladies. Donc, on doit faire très attention avec ces personnes-là. Et donc là, par rapport à cette conservation des aliments, ça va vraiment beaucoup aider. Voilà. Alors, quels sont justement les aliments les plus fragiles auxquels il faut faire attention quand on fait d'abord les achats et puis quand on va chez soi pour les conserver? Oui, je vais parler d'une manière générale parce qu'on ne veut pas les énumérer tous. Ce qui est important, vous avez les viandes, tout type de viande. C'est parmi les aliments périssables, on appelle ça parce qu'ils sont plus sensibles à la température. Vous avez tout ce qui est produits laitiers. Voilà, et c'est principalement la volaille, les fruits de mer, tout ça, ce sont parmi les aliments qui sont périssables. Donc, il faut les conserver à froid. D'ailleurs, vous avez abordé l'achat. Si on commence par l'achat, quand on fait l'achat, généralement déjà, on a quelques principes à respecter, c'est que tous ces aliments qui sont périssables, quand on fait nos achats, il ne faut jamais commencer par cela. Oui. Voilà, on commence par tout ce qui est stable, les pâtes, les riz, tout ce qu'on veut acheter. Et après, on termine par ces produits qu'on appelle sensibles.
Oui. Voilà. Le temps qu'on sorte les aliments de cette chaîne de froid, c'est à prendre en considération. Voilà, pour limiter le temps qu'ils soient exposés à la température ambiante. Oui. Voilà, pour limiter au maximum. Et même pour ceux qui font leurs courses très loin et qui reviennent avec la viande, le poulet, pour les conserver chez soi, ça c'est très dangereux. D'ailleurs, pour ces gens-là, il faut prévoir une glacière, carrément. Oui. Oui. Quand il faut on prendre connaît ses le précautions. trajet, surtout que nous sommes un pays où les températures s'élèvent pratiquement toute l'année. On a de courtes périodes où la température... D'ailleurs, la règle, c'est que les aliments, on ne doit pas les laisser à température ambiante plus de 2 heures. Mais si on a des températures qui dépassent à partir de 32 degrés, il faut maximum 1 heure. Donc, c'est à nous d'estimer les choses. Si la personne, elle sait qu'elle va faire un long trajet, elle connaît son trajet par rapport au supermarché où elle va acheter, si elle voit qu'elle va prendre beaucoup de temps, il vaut mieux prendre une glacière avec des poches de glace et tout cela, pour tout ce qui est pour ces aliments fragiles. Et surtout aussi, quand on fait notre achat, on a notre chariot et tout, il y a aussi ce qu'il faut respecter, c'est la séparation des aliments. Par exemple, la viande, la volaille, les fruits de mer et autres, on ne peut pas les mettre comme ça en contact avec d'autres produits que nous savons que nous allons consommer frais. Très bien. Donc, il faut toujours les mettre dans des sacs séparés des autres aliments. Pour ne pas, parce que c'est tout ce qui n'est pas cuit, on sait qu'on va le manger cuit, tout ce qui n'est pas cuit, il peut contenir des bactéries. Donc, il faut éviter de les mettre... Les séparer. Voilà. C'est vraiment des gestes simples à adopter. C'est vraiment des gestes très simples. Qui pourraient nous éviter plein de soucis. Pour beaucoup de problèmes. Oui. Au fait, il y a aussi, peut-être j'anticipe, il y a aussi une règle générale, parce que les bactéries, elles aiment bien la température, elles aiment bien l'humidité pour se multiplier. Donc, on a ce qu'on appelle une zone de danger. Cette zone, elle se situe entre 4 degrés et 60 degrés. C'est-à-dire, les aliments, il faut éviter d'être dans cette zone-là. Les aliments qui doivent être conservés à froid, c'est 4 et moins. Très bien. Et les aliments qu'on doit consommer chaud, c'est-à-dire notre cuisson et tout ça, si on doit les prendre chaud, il faut les préserver à plus de 60 degrés. Très bien. Voilà. D'accord. Bon, peut-être on en parlera plus. On va y revenir dans le détail dans un moment. Voilà. Justement, donc on va continuer à dérouler l'émission en parlant des diabétiques, qui est une grande population chez nous, docteur. Ils sont importants, leur nombre est important. Et vous l'avez dit, vous faites un entretien pour un peu essayer de les convaincre de ne pas jeûner. Parce que la règle pour les diabétiques, c'est de ne pas jeûner. Alors quand vous avez un patient qui veut absolument jeûner, qui insiste et contre votre avis médical, qui négocie aussi. Oui. Alors comment vous faites avec lui? Est-ce que vous lui dites vous assumez vos responsabilités et comment ça, la négociation se déroule? Alors dans un premier temps, pour l'avoir vécu pendant plusieurs années, je vais vous dire que c'est pas évident. C'est pour ça que je demande toujours à mes malades de venir un peu plus tôt pour qu'on ait un peu de temps pour pouvoir justement réajuster. Même s'il veut à tout prix jeûner, moi, je suis tenue de l'accompagner. Donc le patient, je ne vais pas lui dire « Ah non, finalement, vous décidez de ne pas suivre ce que je vous dis et du coup, vous vous débrouillez. » Non. Oui. Actuellement, comme je vous l'ai expliqué, on est obligé d'aller vers un consensus. Pourquoi? Parce que pendant des années, les patients venaient faire leur consultation, on leur demandait de ne pas jeûner pour des raisons bien sûr de santé, parce qu'on avait peur qu'il y ait des complications, parce qu'on avait constaté que lors des différents ramadans, on a toujours eu des pavillons des urgences, et pour l'avoir vécu quand j'étais étudiante, pendant le ramadan, c'est la ruée au niveau des pavillons des urgences cardiologiques, gastro-entéro, comme l'a si bien dit notre professeur. Par exemple, les gens qui sont diabétiques. Donc, on rappelle que vite le personnel médical est dépassé quand il y a beaucoup de cas. Et puis, le boom, c'est juste un moment de rompre le jeûne, pour vous dire. Pour les urgences de chirurgie infantile, par exemple, il y avait beaucoup d'accidents domestiques qui arrivaient juste au moment de rompre le jeûne, juste avant de rompre le jeûne. Donc, pour vous dire, il y a vraiment une charge qui est très importante. Donc nous, en tant que médecins, nous avons la responsabilité de sensibiliser les malades. Pourquoi? Parce que le malade, il est musulman.
Il veut jeûner. Moi, je comprends. Je respecte beaucoup cette conviction, ce souhait, cette volonté. Pour vous dire, moi, je suis étonnée. Les gens veulent même, j'ai même des diabétiques de type 1 qui font tout. Ils me disent, moi, je ferai tout ce que vous voulez. Je suis prêt à vous suivre à la lettre. Laissez-moi jeûner seulement. Je veux jeûner. Ne m'enlevez pas. Quelque part, jeûner pour eux, c'est comme un signe d'appartenance. Pour eux, comme ça, ils expriment le fait qu'ils soient musulmans. Et je vous ai dit, parmi tous les pays, l'Algérie était le pays où les malades insistaient vraiment pour jeûner contre avis médical. Donc, au final, nous, on a revu quelque part notre façon de faire pour justement allier le souhait du patient et réduire le risque. Donc, jeûner en toute sécurité. C'est ce que je recommande à tous mes patients. Donc, moi, le message que je veux adresser au jour d'aujourd'hui. Premièrement, soyez honnête avec le médecin traitant. Donc, quand vous allez discuter avec le médecin traitant... N'essayez pas de lui mentir. Si vous voyez que vous voulez jeûner, ne lui dites pas, moi, non, de toutes les manières... Il faut être franc. Voilà, ne vous inquiétez pas, moi, je ne vais pas jeûner. Ensuite, après une semaine, vous allez l'appeler, vous allez lui dire, ah oui, mais vous savez, je suis partie à l'hôpital hier parce qu'il y a eu telle et telle chose. Moi, je préfère que mon malade me le dise. Pourquoi? Quand il va me dire ça, vous allez tenter de réduire le risque. Donc, dans un premier temps, je vais lui donner le plan du traitement parce qu'il faut savoir que le plan du traitement, l'iftar, c'est qui nous fatarin, c'est haja, mais qui nous saïmen, c'est haja khlaf. Ce n'est pas la même chose. On ne va pas utiliser les mêmes doses de médicaments. Donc, le patient, quand il va me dire, voilà, je suis convaincu que je ne dois pas jeûner parce qu'il y a beaucoup de risques qui peuvent atteindre ma personne. Ok, ça c'est un patient qui va me faciliter la tâche. Un patient qui me dit, comme le cas que vous avez souligné, moi je veux jeûner, donc ce que je vais lui dire, ok, on va faire un plan de travail. Le plan de travail, il consiste en quoi? Premièrement, tu dois t'engager à faire des contrôles glycémiques. Pourquoi? Parce qu'au cours de la journée, quand on jeûne, justement, on a des modification de notre cycle glycémique. Il y a des glycémies qui augmentent, il y a des glycémies qui baissent. Et si on ne fait pas le contrôle régulier, on ne peut pas se rendre compte. Il y a des gens qui font des hypoglycémies qui ne ressentent pas. Ils n'ont aucun symptôme. Ils sont bien, ils mesurent, ils disent « Ah oui, moi je suis à 0,60 ». Donc je lui explique. Premièrement, vous décidez de jeûner, vous devez, c'est un contrat moral, vous devez me promettre que vous allez faire votre contrôle. Ok, le contrôle, il se fait quand? Il se fait au moment du sahur. Donc, au moment où juste avant mon sahar, je fais une glycémie. Pourquoi? Juste pour savoir, je commence ma journée comment? Est-ce que je la commence avec une glycémie élevée, normale, basse? Deuxièmement, une deuxième glycémie 2 heures après sahar, pour avoir un peu ce qui se passe. Donc, pratiquement sahar, 2 heures après sahar, on peut à midi, pour avoir une idée. Entre l'asr ou le maghreb, des fois, il dit que c'est 2 heures avant l'iftar. Donc, la période aussi, c'est pour voir un peu la fin de journée. Parce que fin de journée, c'est-à-dire qu'on commence un peu à fatiguer, on est fatigué, on a un peu froid. Donc, on contrôle. Et puis, on a au moment de l'iftar, et on a 2 heures après l'iftar. On a encore un septième point. Je tiens à préciser que le 7e point, c'est seulement si on a un symptôme. Si on tremble, si on a des palpitations, si on a une vision floue, si on a des tremblements, si on a une hypersudation. Donc, tous ces éléments-là, ils vont nous orienter. Attention, je dois faire un point glycémique. Les 7 points ne doivent pas être faits chez tous les diabétiques. Du coup, le malade doit aller discuter avec le médecin. En fonction du traitement qu'il prend, le médecin va lui recommander soit de faire les 7 points, soit au contraire de faire moins de points. Dans tous les cas, il faut aller voir son médecin traitant pour ajuster son traitement et puis pour discuter comment, pendant la journée, il va contrôler un peu son diabète. Et pour répondre à votre question, comme vous l'avez dit, vous faites comment? Moi, je fais ça. Donc, je demande au patient si le malade est bien équilibré et qu'il présente un très haut risque cardiovasculaire et que je lui dise non, vous êtes bien équilibré, mais tout de même, vous présentez un haut risque cardiovasculaire et qu'il me dise moi, je veux jeûner. Donc, moi, ce que je vais faire, on propose une épreuve. On appelle ça l'épreuve des 3 jours. L'épreuve des 3 jours, c'est quoi? C'est de mettre le malade dans les conditions de jeûne. Donc, le malade, je vais lui demander de jeûner 3 jours, de faire les 6 points glycémiques que j'ai recommandés, d'utiliser les doses d'insuline ou bien le dose de traitement ajustées au ramadan, c'est-à-dire au moment du jeûne, quoi. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va constater si le patient, au cours du jeûne, me fait une glycémie supérieure à 3 grammes le premier jour. S'il me fait une glycémie supérieure à 3 grammes, il rompt le jeûne. S'il me fait une glycémie inférieure à 0,70, il rompt le jeûne.
Donc, le malade, il jeûne, mais tout en étant conscient que, voilà, je vais faire mon contrôle, voilà, je sais quelles sont les limites. Et ça marche plutôt bien avec vos patients? Ça marche plutôt bien. Très Pourquoi? bien. Parce qu'ils savent que je ne suis pas là pour imposer. Je suis Oui. plutôt là pour... Je leur explique qu'au fait, moi, ce qui m'importe, c'est leur santé. C'est le fait qu'ils ne fassent pas de complications. Donc, juste un petit point. Donc, on Oui. fait la consultation avant le ramadan. On fait normalement une deuxième consultation pendant le ramadan pour évaluer si tout va bien, s'il n'y a pas eu de complications, s'il y a lieu Pendant le d'ajuster. ramadan, au bout de combien de jours? Les premières dizaines de jours. Très bien. D'accord. Et puis, on a une consultation après le ramadan pour discuter de l'expérience du ramadan. Comment s'est passé le ramadan? Il y a eu des complications, ils ont pu jeûner. Est-ce qu'ils ont jeûné tout le mois? Est-ce Oui. qu'il y a eu des complications très graves? Donc, tout ça, ça doit être pris en considération pour pouvoir jeûner en toute sécurité. Parce Très que le bien. jeûne, il n'y a pas que le ramadan. Il y a le Oui. ramadan, Et il y a puis, les lundis, jeudis, Oui. il y a le Bid, les 13, 14, 15 de chaque mois lunaire, Oui. il y a le Ashura, il y a la Waqfat Arafat, donc il y a le Sabirin, les journées qu'on aimerait bien jeûner. Moi, le message que je veux adresser aux patients, c'est que le patient doit, dans tous les cas de figure, appliquer ce que je suis en train de dire par rapport au ramadan à toutes ces journées. Très bien. S'il y a un pépin, on discute avec le médecin traitant. Très bien, j'espère que le message est passé. En tout cas, c'est très très clair. Il Ah ouais. faut aller consulter. Bon, là, il reste 10 jours, mais il est tout possible On- de on- le faire. Il faut le Oui, faire. oui. Il S'il y a faut le des faire. gens qui nous écoutent, moi, je les incite fortement à venir. En tout cas, ces journées, je vous promets que c'est chargé par rapport aux questions avoir pour un jeûner rendez-vous, oui. et pour réajuster. Parce que j'ai des patients qui sont déséquilibrés, qui veulent jeûner. Oui. On a fait un plan de travail et je vous promets que ma messagerie est pleine de cycles glycémiques pour pouvoir justement ajuster Leur parce qu'ils traitement. veulent vraiment être prêts le premier jour du ramadan. Très bien. D'accord. Alors, je vous propose de marquer une toute petite pause. Je rappelle que nous parlons ce matin donc, de ces risques pendant le mois de Ramadan, notre consommation où il faut adopter les bons gestes pour éviter tous les petits pépins concernant notre santé. Et puis, pour les diabétiques, il va falloir aussi prendre en charge dès maintenant. Alors, nous avons en notre compagnie docteur Faiza Khalfaoui, diabétologue, et professeur Nabila Benamrouche, professeur en microbiologie. Restez avec nous, ça vous concerne, revient dans un instant. Merci de nous rejoindre sur Alger Chat 3, c'est votre émission, ça vous concerne et nous parlons ce matin des bons gestes et des bons réflexes à avoir pendant le mois de Ramadan, notamment à la préparation et puis pour éviter tous les pépins de santé, notamment pour les diabétiques. Nous en parlons à l'instant avec Dr Faiza Khalfaoui qui est diabétologue et nous avons également avec nous professeur Nabila Benamrouche, professeur en microbiologie à la faculté de médecine d'Alger. Alors il y a de bons gestes à adopter. Alors, il y a des principes à respecter pour une alimentation saine, pour ne pas avoir de soucis. Alors, quelles sont ces choses à faire pendant la préparation des repas? D'accord. Donc là, parce que je sais que le temps Oui. n'est pas suffisamment, on n'a pas beaucoup de temps, donc j'essaie un peu de résumer. Oui. Donc, il y a 4 principes, si on les respecte dans notre activité routinière, dans notre cuisine, ça nous permet d'éviter tous ces risques-là Oui. et d'avoir une alimentation saine. Donc, je précise, on a parlé un petit peu de tout ce qui concerne la réfrigération et la congélation. Donc, les aliments, ils doivent être conservés, d'accord? Donc, on ne doit pas les laisser à température ambiante. Donc, plus de 2 heures ou plus d'1 heure s'il y a une température qui dépasse les 32 degrés. La congélation, si on a des aliments qu'on sait, par exemple, si on veut conserver des aliments cuits, maximum 3-4 jours au réfrigérateur. Si on sait qu'on ne va pas les consommer dans les 3-4 jours, on passe à la congélation. Il faut les congeler. Si on sait qu'on ne va pas les consommer, il faut les jeter, tout simplement. Très On bien. ne va pas les garder. Est-ce Voilà. qu'on peut les conserver au frigo et ensuite décider de les congeler ou non? Oui, mais ça ne doit pas dépasser les Les 3-4 3-4 jours. maximum. Très bien. Voilà, c'est-à-dire si on voit qu'on ne va pas les consommer dans ces jours-là, on peut les congeler. Ah, Voilà. Alors, parmi les comportements que nous avons pendant Ramadan, c'est ces restes Oui. on prépare beaucoup d'aliments Oui. pendant, Oui, pendant oui, la oui, rupture oui. du jeûne et on se retrouve avec des restes, plein de restes. Comment les conserver? Oui. J'imagine qu'il y a des températures à respecter. Est-ce qu'à Oui. la sortie donc, du feu, il faut les mettre au frigo? Comment ça se passe? Oui. Donc, déjà, on est dans le mois de Ramadan, c'est un mois Oui. sacré. Normalement, déjà, on évite le gaspillage. Oui.
Donc, on essaye de planifier de sorte qu'on n'est pas en cuisine ce dont on a besoin. Maintenant, s'il y a des restes, les restes, il faut les conserver rapidement au froid. Comment on fait? C'est-à-dire, une fois cuisinée, la partie qu'on sait qu'on ne va pas la consommer, il faut faire ce qu'on appelle le refroidissement rapide. C'est quoi le refroidissement rapide? C'est prendre le récipient dans de l'eau froide, avec des glaçons pour faire descendre la température rapidement et après le mettre au réfrigérateur. Maintenant, après, tout dépendra de la consommation. Et ce qui reste après le service, quand on fait le service, qui reste des aliments? La même chose. Il faut le mettre au réfrigérateur. Même si ça a déjà refroidi à température ambiante? Oui, l'essentiel, ça ne dépasse pas 1 heure. D'accord. C'est-à-dire, il ne faut pas que les restes restent pendant longtemps à température ambiante. Est-ce qu'il y a des aliments qu'on ne peut pas conserver, qu'il faut s'en débarrasser juste après? On parle souvent du riz comme étant un aliment toxique. Est-ce que c'est le cas ou pas? Le riz, c'est parmi les aliments qui sont stables. Hein. Oui. Il se conserve à température ambiante. L'essentiel, il faut, quand on le conserve, vous parlez du cuit, pardon? Oui, du cuit. Du cuit. Oui. Oui, le cuit, généralement, on peut congeler le cuit, Oui. mais il faut pas dépasser 2-3 mois maximum. Quand il s'agit du cuit. Et aussi un autre principe à respecter, on ne recongèle jamais ce qui a été décongelé. D'ailleurs, l'approche, c'est de faire des petits, on va dire, quantités, voilà, diviser, pour comme ça, quand on aura besoin de faire sortir, on ne fait sortir tout ce qu'on a besoin. C'est-à-dire, parce que si on congèle en bloc, si on le fait sortir une fois, c'est bon. Oui. Voilà, on ne peut pas le réutiliser. Et c'est valable pour tous les aliments? Pour tous les aliments. Même congelé, la viande qu'on décongelé, achète. non. La viande qu'on achète, il faut la diviser, parce qu'on ne va pas consommer toute la viande à la fois. Donc, comme ça, on fait sortir par morceaux ce dont on a besoin. Il y a un autre principe aussi, là j'attaque le chaud, même parce que ces restes-là, qu'on va conserver, on va les ressortir pour les consommer. Il faut bien les chauffer, donc à une température qui dépasse le 60 degrés, donc 70 et plus. Et on ne les réchauffe pas plusieurs fois, un seul réchauffage. Très bien. Donc si on ne va pas consommer toute la quantité, donc on fait sortir ce dont on a besoin. On réchauffe la quantité dont on a besoin. Si c'est réchauffé 2 fois, il faut jeter. Il faut jeter. Oui. On n'a pas le droit de réchauffer. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? On va tomber dans ces températures de danger, entre 4 et 60 degrés. 60 degrés, donc le risque de multiplication des bactéries, et aussi l'altération de l'aliment lui-même. Très bien. C'est le même principe que la décongélation, recongélation. C'est aussi l'altération nutritionnelle de l'aliment lui-même. Oui. Donc il y a ce côté-là. Donc on ne recongèle, une fois décongelé, on ne recongèle jamais. Et le réchauffage, on réchauffe une seule fois. Alors la congélation, à la bonne température. Très bien. La congélation, c'est une bonne chose pour conserver les aliments, vous l'avez dit. Oui, mais il faut respecter les temps. Respecter les temps voilà, oui. C'est-à-dire, par exemple, si je donne comme ça rapidement un algorithme, pour les viandes, généralement, on peut les laisser jusqu'à 6 mois, 3 à 6 mois. Pour les poissons, c'est moins. Je pense que c'est 3 mois, comme ça. Pour les, par exemple, justement pour les plats cuisinés, c'est maximum, c'est en dessous de 3 mois. Voilà. Et généralement, c'est le mois de Ramadan, donc on ne va pas dépasser le mois, même si on congèle. Mais il ne faut pas aller dans cette préparation. Justement, j'allais vous poser la question. Voilà. Là, les réseaux sociaux, ils sont submergés par des préparations avant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est un mois où on doit jeûner, mais qui m'a fait le Coran, il dit wa kulu wa sharabu wa la tusrifu. Donc on ne doit pas gaspiller ni manger beaucoup. Le but du jeûne, c'est quoi? Le but du jeûne, c'est de détoxifier le foie. Absolument. Donc, la journée, on est en train de détoxifier. Ou la nuit, enfin, dès qu'il y a depuis qu'on rompt le jeûne, jusqu'à ce que Redouane Aoudon Somo, tout au long de la période, qu'on n'arrête pas de manger. Et c'est ce que j'explique à mes patients. On aime bien se faire plaisir pendant Ramadan. C'est vraiment. Mais le but du jeûne, c'est quoi? Le but du jeûne, au-delà de l'aspect religieux, on va dire sur le plan scientifique, purement scientifique, on est en train de détoxifier. Tout au long de l'année, on mange et on stocke à l'intérieur de notre foie. Donc, on va essayer de l'assainir, on va dire.
après, il ne faut pas qu'on mange non plus des quantités très importantes parce qu'on va avoir des dépôts de graisse, on va avoir d'autres complications qui vont se surajouter. Donc, on a des gens, par exemple, après le ramadan, ils prennent beaucoup de poids. Moi, je le constate avec mes patients. Donc, le but, ce n'est pas de manger beaucoup. On peut manger un peu. Ce n'est pas de rattraper la journée. Exactement, parce qu'on a des réserves. Il n'y a aucun problème. Les réserves vont être mobilisées. Il n'y a aucun problème. On a des réserves. Au contraire, il faudra profiter de ce ramadan pour assainir notre corps, pour peut-être aussi perdre un peu de poids pour les gens qui ont un peu un surpoids. Donc, ça peut aider. Le but, c'est pas seulement... Le ramadan, c'est un mois où on doit pratiquer la religion. Donc, on fait du bien autour de nous. Mais le dernier moment, fait appel à la spiritualité. Très axé sur la surconsommation. Exactement. Justement, parlant de la spiritualité, je voulais parler de ça aussi, c'est-à-dire le ramadan, il y a cette dimension justement spirituelle. Et cette dimension spirituelle ne va pas avec la surconsommation. Absolument. Si on surconsomme, on n'aura pas les capacités de cette spiritualité. Donc, on va rater beaucoup de choses. Oui. Mais on peut pas donc dire à tout le monde de ne pas consommer. C'est comme ça. C'est pas de dire ne pas consommer, madame. C'est comme ça. C'est de rationaliser. On a des envies pendant Ramadan. Même, je pense que même vos patients vous le disent. Moi-même, je le fais, mais pour vous dire, il faut rationaliser. Rationaliser. Je vous donne un exemple. Si la personne, par exemple, un exemple concret, lors d'une discussion avec une patiente, elle me dit, voilà, elle est diabétique, elle me dit, Béba, est-ce que je peux manger le hamlahlo, elle est diabétique. Je lui dis oui, mais si tu prends le hamlahlo, l'iftar, tu peux pas en soirée prendre les sucreries. Donc, le jour où tu prends un il faut faire des choix. Il n'y a pas exactement, c'est ce que je veux dire. Mais ça ne veut pas dire que je vais lui interdire de manger zlebia ou qalbellouz au cours du ramadan, alors que c'est une Algérienne et que je sais très bien qu'elle va. Elle va plus revenir sinon. Non, c'est juste ça. En fait, je lui explique juste qu'il y a des choix à faire, qu'il y a des quantités, qu'il y a une façon de préparer. Absolument. Donc tout ça entre en Alors considération. justement, est-ce que ces aliments qu'on congèle conservent leur valeur nutritive ou non Comment ça se passe? Non, justement, la congélation permet justement de conserver cette valeur nutritive. Juste par rapport à ce qui a été dit, on ne va pas dire aux gens, on ne va pas jouer sur la qualité. Les gens, ils veulent manger, ils ont des envies, mais on joue sur la quantité. Il ne faut pas surconsommer. Mais il y a des envies, bien sûr. Voilà. En plus, il y a ce côté un peu festif au Ramadan. Absolument. Voilà. Mais il ne faut pas aller dans les excès. Voilà. Alors, la préparation justement de ces plats juste avant Ramadan, on voit même que le fameux bourek, il est cuit, il est préparé parfois, il est congelé, après il est décongelé. Est-ce que ça comporte des risques ou pas? Est-ce qu'il faut faire attention? Ce qu'on voit sur les réseaux, il y a même des astuces. On les voit pour cuire les aliments, d'une manière rapide. Comment il faut se comporter face à tous ces messages? Oui, par exemple, par rapport à la conservation, il y a certains aliments qui se conservent mieux. Par exemple, les sauces, par exemple les tagines. Par exemple, il y a certains, ils ont cette capacité de se conserver bien. On peut conserver ces choses-là, mais il faut quand même penser. C'est vrai que nous sommes dans une société, c'est tout le monde qui travaille, il y a un manque de temps et tout ça, mais il faut aussi favoriser le frais. Voilà. Mais quand on a un besoin de congeler, en fait, il faut respecter surtout, comme je le disais tout à l'heure, c'est de ne pas, quand on décongèle, il ne faut pas recongeler. Mais sinon, ça respecte, les pâtes, ça se congèle bien, donc ça se conserve bien. Donc, c'est surtout respecter cela. Et ce que je voulais aussi dire pour enchaîner, on a parlé de la conservation en termes de réfrigération et congélation, le lavage des mains. Très important. Le lavage des mains est très, très important parce qu'il peut être une source de contamination des aliments. Et là, il faut le faire à l'eau, au savon, et respecter le temps minimum, 20 secondes. Et avant de préparer les aliments, quand on manipule, par exemple, des aliments crus, il faut se laver les mains pour aller manipuler d'autres aliments. Voilà, donc le lavage des mains, s'il y a un message à faire passer, c'est le lavage des mains. Qu'en est-il de l'utilisation du vinaigre, du citron pour laver les fruits et légumes et puis les viandes aussi? Oui, le vinaigre, il est connu pour être bon. Même le citron, on peut les utiliser, mais ça ne remplace pas le lavage des mains au savon.
Oui, il faut se laver les mains et ensuite aussi laver les aliments avec par exemple, les aliments comme la salade, on sait qu'on va consommer cru, il faut les laver à l'eau courante, avec vraiment utiliser directement l'eau du robinet, avec de l'eau courante, bien les laver. Voilà, donc tout ce qu'on sait qu'on va consommer directement cru. Il y a aussi la température, comme on en parlait tout à l'heure. La température de cuisson, c'est très important de bien cuire l'aliment. Très bien. Il ne faut pas prendre des viandes qui sont insuffisamment cuites. Parce que le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont sensibles et si elles vont consommer ce type d'aliments, elles auront des problèmes que peut-être une autre personne, elle n'aura pas ce type de problème ou un problème moins grave. Voilà. Donc la cuisson, c'est très important. Aussi bien quand on cuit l'aliment lui-même ou même dans le réchauffage. C'est cette température... Au fait, le principe, ce qu'on doit consommer chaud, il faut toujours qu'il soit chaud. Très bien. Des aliments qui contiennent des œufs frais, professeur, est-ce qu'on peut aussi les conserver ou pas? Les œufs des aliments, c'est-à-dire un plat qui contient des œufs frais, est-ce qu'on peut par la suite les conserver aussi? Que les œufs aussi, ils sont bien cuits. Oui. Voilà, même les œufs, il faut qu'ils soient bien cuits. Très bien. Voilà. Donc, il n'y a pas de limite par rapport à la congélation. En fait, il y a juste des principes à respecter. Mais aussi, il faut, comme vous le disiez tout à l'heure, il ne faut pas aller dans cette course dans l'excès. Voilà, il ne faut pas aller dans l'excès. Il faut toujours dans l'excès être dans la modération. Voilà. Et peut-être, on en a parlé, il me manquait un autre point. On va y revenir, peut-être que vous allez... Oui, la planche à couper, oui. On y reviendra. Le bilan, docteur Khalfaoui, il est nécessaire avant Ramadan, même pour ceux qui n'ont pas le diabète ou qui ne savent pas qu'ils ont le diabète. Est-ce qu'il est nécessaire pour eux de faire un bilan juste avant Ramadan? Le dépistage doit se faire tout au long de l'année, pas seulement avant le Ramadan. Donc pour faire le dépistage, c'est très simple. On se rapproche de n'importe quel médecin généraliste dans n'importe quelle polyclinique. On demande à ce c'est-à-dire pour une demande de bilan, un bilan, on va dire, de routine, simple, une formule, une glycémie à jeun, une fonction rénale, un bilan hépatique, une fois par an. Au minimum une fois par an pour avoir une idée sur l'état de santé dans lequel on se trouve. Maintenant, si tout va bien, si la glycémie est normale, qu'il n'y a pas de pépins, ok. Si on trouve que le patient est en prédiabète, donc des chiffres qui ne sont pas normaux, mais ce n'est pas non plus un diabète, on va préconiser des mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire revoir un peu l'assiette, faire un peu d'activité physique, réévaluation juste après. Si le patient, on découvre qu'il est diabétique, à ce moment-là, il faut voir à quel niveau d'hémoglobine glyquée il est, les retentissements sur le plan rétinien, sur le plan cardiovasculaire et rénal, pour avoir une idée. Et au final, on va obtenir une stratification du risque. Donc, on aura un patient avec un risque, soit un risque faible, donc il peut jeûner, il n'y a pas de souci, un malade à risque modéré, donc il peut jeûner avec des précautions. Une personne à risque élevé, oui, très probablement, on va lui préconiser de ne pas jeûner, mais s'il veut jeûner, on va encore l'accompagner, lui expliquer, ou bien un malade à risque très élevé. Très bien. Donc, du coup, le point principal, c'est toujours l'honnêteté entre le médecin et le malade, d'être transparent, d'exprimer clairement, explicitement ce qu'on veut et de faire un plan de travail pour justement jeûner en toute sécurité. Alors l'âge, est-ce qu'il est déterminant justement pour les diabétiques? L'âge, alors sur les recommandations, on a une limitation d'âge qui est de 75 ans, mais je peux vous promettre qu'on a des patients qui sont âgés, qui sont bien équilibrés, qui ont des expériences des ramadans précédents excellents, pas d'hypoglycémie. Moi-même, j'ai un patient qui a 84 ans, qui est venu hier à ma consultation, à qui j'ai préconisé de jeûner, il n'y a aucun pépin. Il peut jeûner, il est accompagné, il y avait son fils avec lui lors de la consultation, j'ai expliqué les limitations. Le malade, il connaît très bien son traitement, il ne prend pas de médicaments qui peuvent lui causer des hypoglycémies. Il a jeûné les années précédentes, il n'y a pas de pépins. Donc à 84 ans, il peut encore jeûner même s'il est diabétique. Et par contre, j'ai des patients qui ont 50 ans, à qui j'ai contre-indiqué le jeûne, et le patient ne va pas jeûner. Donc l'âge en lui-même, ce n'est pas un élément seulement l'âge. Il y a l'âge. Pour ceux qui nous écoutent, même si vous êtes jeune et vous êtes diabétique, il faut aller consulter votre médecin. Je vous donne un petit exemple. Si le patient, par exemple, est diabétique et qu'il a un problème rétinien, il peut accentuer le problème rétinien jusqu'à arriver à une cécité à cause du jeûne.
Parce qu'il a jeûné, il a eu fait des glycémies qui sont très élevées, qui ont atteint les artères rétiniennes. Donc très très important. Allez voir votre médecin, faites un état des lieux. Si tout va bien, il n'y a pas de problème. Nous, on n'est pas vos ennemis. Au contraire, moi, je suis votre allié. Je veux que vous jeûnez, mais je ne veux pas qu'il y ait des répercussions plus tard. Donc c'est juste ça. Si je peux avoir l'équation du jeûne avec, on va dire, moins de risques possible, pour vous dire que j'ai même des patients diabétiques de type 1, chez qui normalement le jeûne est contre-indiqué. Et ben on a fait un contrat win-win. Je leur ai recommandé d'acheter un appareil qui leur permet de faire une mesure en continu du glucose avec des systèmes d'alarme qu'on a bien définis. Donc le diabétique de type 1, il est bien équilibré bien sûr. Donc on a préparé le ramadan. Ils ont jeûné pendant les 3 jours. J'ai pas eu de pépin. Donc maintenant ils sont préparés. Même s'ils ne peuvent pas jeûner les 30 jours, ils pourront peut-être jeûner quelques jours. Je vais quand même leur donner satisfaction pour vous dire que quand il y a un bon travail entre le médecin et le malade, on arrive à obtenir des résultats qui arrivent à satisfaire les deux parties. Est-ce que le jeûne peut être une bonne chose pour certains patients le jeûne, c'est une excellente chose sur le plan de la santé. C'est ce que j'ai dit. Pour les diabétiques, oui. Oui, mais même pour les diabétiques, c'est bien. Ça te permet d'avoir un patient qui va déjà, le fait qu'il veuille jeûner, il sera très motivé pour équilibrer son diabète. Donc pour nous, les médecins... Donc c'est un mois où ils sont très studieux. Oui, c'est un mois où ils viennent, ils posent des questions, ils sont très acharnés pour avoir de bons résultats. Moi, c'est une période c'est une opportunité que à chaque année que je saisis pour justement pouvoir obtenir les objectifs que je veux. Et puis le patient, il voit. Donc, il est en train de constater, par exemple, sa journée, il va faire un peu plus d'autosurveillance. Il va comprendre l'intérêt. Pourquoi je lui demande de prendre tel médicament ou ne pas prendre tel médicament. Donc, tout ça, ça nous permet d'obtenir justement de bons résultats et de ne pas avoir des complications qu'on va traîner. Parce qu'on a beaucoup de patients qui font des AVC, des infarctus au cours du mois de Ramadan. C'est ça que vous voulez éviter à tout prix. Et j'espère que le message est passé. En tout cas, il reste 10 jours. N'hésitez pas à aller voir votre médecin traitant pour ajuster votre traitement et puis pour avoir cette discussion très intéressante sur la suite que vous allez donner à ce mois de Ramadan, oui ou non, jeûner ou pas. Alors, je reviens à vous, professeur. Un dernier mot concernant la planche à découper. C'est important, laver les mains et puis séparer le frais. Voilà, avant d'aborder ce point, rapidement, par rapport à la décongélation, parce qu'on en a parlé des aliments, c'est vrai, il y a certains aliments qu'il faut, il est préférable de ne pas congeler parce qu'ils contiennent beaucoup d'eau, tels que les salades, tels que les concombres, parce qu'après ils perdent en qualité. Ça, et aussi un point important, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, quand on décongèle, il ne faut jamais décongeler à température ambiante, chose qu'on oublie et on le fait. Il faut toujours le faire à froid, dans le réfrigérateur, au micro-ondes ou dans un récipient qui contient de l'eau froide, mais jamais à température ambiante. Voilà, et je termine, je sais que le temps presse, donc cette séparation, pourquoi elle est importante? Il faut utiliser des planches à découper différentes, voire de différentes couleurs, comme ça. Pour ne pas se tromper. Pour ne pas se tromper, on sépare le cuit du cru. Voilà. Très bien. C'est le message, le dernier message. J'espère que le message est passé et qu'on va faire. Il faut faire attention, en tout cas, pour éviter des soucis de santé pendant le mois de Ramadan. Merci à vous, mesdames. Professeur Benam Rouch, donc vous êtes professeur en microbiologie, et docteur Khelfaoui, qui est docteur et qui est diabétologue. Merci à vous. Merci à vous aussi. Et puis on profite de l'occasion pour vous dire Sahar Mdalkom. Et on aura l'occasion, la population qui nous écoute aussi. Merci à vous, mesdames. Je rappelle donc qu'on se retrouve demain avec un autre thème. Merci à Hakim Ben Moussa qui est à la réalisation, Houssine à la régie d'antenne, Adlan à la technique et Ikram au streaming. Merci, à demain.